Bon. C'est bon. Vous m'entendez? 1, 2, 3. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Garin. Je suis senior manager chez Wavestone, spécialiste en cybersécurité. Donc, quelques mots peut-être quand même sur Wavestone avant de démarrer directement. Donc, Wavestone, nous sommes un cabinet de conseil spécialisé en transformation, dans la transformation numérique, avec finalement une expertise forte autour du conseil sectoriel, donc que ce soit logistique, finance, secteur public, etc. Mais aussi sur les systèmes d'information à travers des entités architecture, data lab, cybersécurité, auquel j'appartiens. Donc en cybersécurité, donc on est présent, hein, Wavestone, c'est 2500 personnes dans le monde entier. On est français, on a une agence à Nantes d'une 60aine de personnes. Et en particulier, on intervient sur les sujets de cybersécurité. On est 400 consultants spécialisés sur ce sujet-là. Et puis, et du coup, on travaille, je dirais, des sujets bien en amont, c'est-à-dire définition des stratégies, schéma directeur, compliance, GDPR, loi de programmation militaire, etc. La mise sous sécurité des grands comptes et des grandes administrations. Le test, on a toute une armée de white hackers, une quarantaine de personnes qui testent les systèmes. Hein. Et puis, une entité de réponse à incidents, donc spécialisée sur la menace, et qui sont capables d'assister les grands comptes et les grandes administrations dans la réponse aux incidents de sécurité. Alors, on m'a demandé de travailler, de vous présenter aujourd'hui le modèle de sécurité de 2020. Donc, c'est quoi les grandes tendances qu'on voit apparaître aujourd'hui en sécurité, et notamment pour protéger ces données, ce patrimoine informationnel des grandes entreprises et des grandes administrations. Alors, comme toutes les conférences, ce que je vous propose, c'est qu'on balaye en 1 ou 2 minutes l'intro à base d'évidence qu'on entend à chaque fois dans ce type de conférence, à savoir, oui, dans un premier temps, oui, les systèmes d'information sont de plus en plus ouverts, le cloud, l'IoT, le machine learning, le BIOD, etc. Oui, il y a une pénurie de compétences, on en entend beaucoup parler, en cybersécurité aujourd'hui dans le monde. On estime à peu près à 1,5 million de personnes manquantes en cybersécurité d'ici 2020. À peu près 300-400 000 en Europe seulement. Et oui, les menaces, on l'a vu tout de suite, sont de plus en plus féroces, actives, et que ce soit de l'activisme ou alors de la recherche de gains financiers, voire de la cyberguerre, tout ce qu'on entend dans les médias, oui, on a une cybercriminalité de plus en plus forte. Résultat des courses, des vols de données, ça se multiplie, les attaques se multiplient et les vols de données se multiplient. Alors, pour faire cette slide-là, je pense que ça a été la slide la plus simple à faire de tous les temps, parce qu'effectivement, il suffit juste de regarder dans le rétroviseur ce qui s'est passé ces 10 derniers jours, et on a des exemples de vols de données massifs. Vous avez tous entendu parler il y a 10 jours d'Equifax, la société de crédit bancaire aux États-Unis qui s'est fait voler 150 millions, à peu près 143 millions de données clients. Donc dans ces données, il y avait tout, hein, du numéro de sécurité sociale en passant par l'adresse, le nom, la carte bancaire, enfin il y avait tout. Un Américain sur 2 à peu près. Il y a 2 jours, il y a Vevo, qui s'est fait, l'entreprise Vevo, spécialisée sur la musique, qui s'est fait voler 3 téras à peu près de données qui se sont retrouvées sur Internet. Et hier, vous avez peut-être entendu, il y a vous savez, le petit logiciel CCleaner, qu'il y a pas mal de monde qui ont téléchargé pour rendre un peu plus propre votre PC, qui a annoncé une attaque. Pendant 1 mois, toutes les mises à jour que vous avez téléchargées, globalement, étaient vérolées. Et il y avait un petit backdoor qui avait la capacité de voler des données sur le PC et puis de les envoyer à des personnes qui en feront mauvais usage, très probablement. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué de trouver des cas de vol d'actualité. À vrai dire, ça avait un peu baissé en fait ces dernières années. On était plutôt dans de la fraude avancée en matière de cybercriminalité. Et là, ça revient complètement en force. Depuis 2013, on estime, si on veut quelques chiffres, à peu près à 9 milliards le nombre de données. Alors c'est un peu compliqué à calculer, mais on va dire le nombre de lignes de bases de données qui ont été volées. Ça représente à peu près 61 lignes de base de données volées par seconde. Donc voilà, quelques chiffres. Alors pourquoi est-ce que ces données sont volées? Là, c'est très simple. En fait, c'est tout simplement parce que ces données valent de l'argent.
Ça, c'est des screenshots qui datent de ce matin. Donc, on a juste fait un petit tour là sur Tor, sur le Darknet, pour essayer de voir la valeur des données actuellement. Aujourd'hui, on évalue à peu près une carte bancaire pour la majorité aux alentours de 12 $, pour vous donner une idée. Ça peut être moins si jamais il y a du volume. Et ça peut monter jusqu'à 100 $ si jamais avec la carte bancaire, vous mettez des données personnelles associées aux propriétaires. Un compte bancaire, ça coûte à peu près aux alentours de 6% de la valeur du compte. Vous avez avec ça, vous avez le login, le mot de passe pour accéder au compte bancaire. Et puis après, on peut avoir des données qui valent beaucoup plus d'argent, toujours dans les données personnelles. Alors non, la photocopie d'un passeport, typiquement, ça coûte 2 $. Mais un numéro de sécurité sociale US, ça peut valoir 250 $, d'où Equifax. Il y a quelques temps. Et puis la copie d'un passeport, ça peut valoir, donc un faux passeport qui est copié, ça peut valoir beaucoup plus, le plus cher étant le passeport UK, à peu près à 2 800 $. Donc voilà, pour vous donner une idée, il y a une vraie économie derrière tout ça. Et donc c'est la raison pour laquelle les attaques se multiplient sur le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? On ne va pas rester juste impuissant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les tendances de demain? Pour ça, le plus simple, c'est peut-être de regarder un peu dans le rétroviseur et voir ce qu'on a fait jusqu'à présent et d'en tirer les enseignements. Si on regarde les modèles de sécurité qui ont été appliqués dans les grandes entreprises et dans les grandes administrations, entre 1995 et 2005, on était, je dirais, dans quelque chose de relativement simple. D'un côté, pour faire simple, d'un côté, on avait les méchants, Internet. De l'autre côté, on avait les gentils, c'était le SI interne. Et puis au milieu, on avait une grosse barrière de protection. Donc on avait quelques partenaires déjà qui se connectaient directement au système d'information interne. On avait cette fameuse grosse barrière sécurité, vous savez, les plateformes d'accès Internet ou les plateformes d'accès partenaires qui étaient interconnectées avec l'extérieur. On avait quelques utilisateurs mobiles déjà entre 1995 et 2005. Et on avait déjà quelques réseaux spécifiques, par exemple des SI industriels, qui étaient isolés dans les réseaux d'entreprise. Pour ça, on avait une image, entre 1995 et 2005, c'était le fameux modèle du château fort. Alors pourquoi le modèle du château fort? Parce que dans un château fort, vous avez un mur renforcé, cette fameuse plateforme entre l'interne et l'externe, vous avez un unique point d'entrée sécurisé, et puis vous avez une circulation qui est totalement libre au sein de la cité. Donc, ça n'a pas tenu face à l'ouverture d'un côté. Hein. Quand vous regardez la taille du pont-levis, ça va être compliqué de passer le cloud, les partenaires, etc. là-dedans. Et puis, si vous envoyez un missile au milieu de tout ça, donc un coup de phishing, un mail vérolé, là, ça va se propager. Et comme il n'y a aucune protection à l'intérieur, cheval de Troie. Donc, 2005-2015, ça a été la période de l'ouverture du système d'information. Vous voyez, Internet a pris plus de place sur le schéma. Et vous avez des partenaires qui ont commencé à se connecter depuis l'extérieur. Vous avez, ça vous connaissez en fait, hein, c'est la période qu'on vit encore pour beaucoup d'entreprises. Vous avez des terminaux employés pro et perso qui se connectent à distance, la mobilité, des terminaux clients qui accèdent directement au système d'information, à votre système d'information, l'arrivée du cloud entre 2005 et 2015. Et donc, naturellement, vous avez plus de monde qui arrive sur le système d'information, un périmètre qui devient de plus en plus ouvert. Et donc, on a resserré autour des bijoux de famille. On a recréé ces quelques bulles sécurisées dans les data centers. On s'est mis à avoir des ressources critiques qui sont réellement isolées, les réseaux monétiques, paiements pour ce qui est finance, les SI industriels dans tout ce qui est industrie. Et donc, effectivement, là, c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Sylvain, on s'est mis à multiplier les barrières pour pouvoir arriver finalement sur ces systèmes critiques, étant donné que, quelque part, les méchants étaient de plus en plus présents dans le système d'information, on va dire, interne. Pour ça, on a une image aussi, parce qu'on aime bien en sécurité les images, c'est le modèle de l'aéroport. Alors pourquoi l'aéroport? En fait, c'est exactement comme tout à l'heure. En fait, dans un aéroport, vous avez un hall qui est très ouvert, vous avez différentes compagnies aériennes, différents passagers qui attendent, et tout le monde cohabite. Et puis, plus vous allez vers certaines zones, plus vous allez mettre en place des mesures de sécurité, notamment pour arriver aux avions, voire pour arriver sur les zones extrêmement critiques, sur le tarmac. Là, on va vous demander quelques contrôles avant d'arriver. Donc ça, globalement, c'est la situation. Donc ça, c'est le modèle qu'on appelle aussi le modèle de Vauban, qui a été évoqué par Jean-Sylvain tout à l'heure, dans lequel on va multiplier effectivement les contrôles pour arriver sur les données critiques. Alors me direz-vous,
Pourquoi est-ce qu'on doit changer? Parce que ça a l'air quand même pas mal, vu comme ça. En fait, il faut qu'on change parce qu'il y a deux grandes tendances qui, d'ici 2020, vont s'affirmer. Des choses qui sont déjà présentes, mais qui vont être encore plus fortes d'ici 2020. Le premier, c'est le cloud. Le cloud, on pourra reparler dessus tout à l'heure, ça ne tient pas complètement face à ce genre de modèle. Le cloud, en 2020, ce sera une réalité, même pour des applications critiques. On voit de plus en plus de grandes sociétés qui ont des stratégies hyper volontaristes vers le cloud public et qui vont aller réellement héberger des données sensibles sur le cloud. Deuxième chose, c'est les méthodes agiles, le DevOps. Ce sera aussi une réalité en 2020. Aujourd'hui, on en a déjà. Ça va s'affirmer. Donc, on va avoir une accélération dans le rythme des projets, le time to market, entre l'idée du projet et puis la délivrance, va être raccourci. Et donc, on est dans quelque chose de complètement plus rapide. Clairement, les pratiques sécurité, aujourd'hui, on reviendra dessus, mais très infrastructure, très lourdes, je déploie des mesures de pare-feu, des plateformes d'accès Internet, comme on disait tout à l'heure, ou alors très infrastructures, très statiques, n'arrivent pas à suivre le rythme face à ça, le rythme de cette ouverture, le rythme de cette agilité, et donc il va falloir qu'on évolue en conséquence. Donc on s'est mis à réfléchir, juste avant ça, si on regarde en 2020, réellement à quoi ressemblera le système d'information, en fait on ne sera même plus sur un système d'information que je qualifierais d'ouvert. On sera dans un système d'information complètement décentralisé. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, Internet, ça a pris une place énorme. Le legacy, c'est-à-dire le système d'information historique, est beaucoup plus petit. Alors il sera toujours présent. On aura toujours des périmètres régulés. On aura toujours des périmètres industriels, lourds, non maintenables, non externalisables. Mais il sera plus petit. Et à côté de ça, on aura des clouds, pas un, mais des clouds, on aura des interconnexions avec des startups, des partenaires qui manipuleront nos propres données. Toujours ces fameux terminaux clients, alors là, ce sera même les données seront directement sur les montres ou je ne sais où. Les terminaux employés, du shadow IT, ce sera toujours un sujet. Pourquoi pas une ou deux blockchains dans certains secteurs, l'avenir nous le dira, l'IoT, et puis tout un ensemble d'autres, vous avez compris la logique, de systèmes d'information, qui ne sont plus ces systèmes d'information historiques. Et en fait, les données, demain, s'échangeront entre tous ces systèmes d'information décentralisés, donc vos propres données, s'échangeront, je dis vos au sens entreprise du terme, mais ça marche aussi pour les données personnelles, elles s'échangeront dans tout cet écosystème sans forcément retransiter, et c'est peut-être là la différence, avec les infrastructures historiques. C'est-à-dire qu'une start-up pourra interroger vos propres données, une start-up avec qui vous faites du business, pourra interroger directement votre instance cloud sans retransiter, sans demander quoi que ce soit sur le SI d'entreprise centrale. Donc on sera dans quelque chose où la data va évoluer comme ça, va s'échanger entre tiers et sera accessible de partout. Alors, on s'est creusé la tête et on s'est dit, qu'est-ce que ça peut nous inspirer comme modèle pour essayer de créer quelque chose de simple aussi autour de tout ça. Et en fait, on n'a rien trouvé de mieux que la compagnie aérienne. Alors, donc en 2020, la sécurité doit quelque part agir comme une compagnie aérienne. Les services de sécurité doivent agir comme une compagnie aérienne. Donc pourquoi? Tout simplement parce que les enjeux, ce que je vous ai décrit, c'est déjà des enjeux qui, depuis des années, sont gérés par les compagnies aériennes. En fait, les compagnies aériennes, elles confient déjà leurs données les plus critiques. Alors eux, c'est leurs passagers, si on tire la métaphore. Vous, c'est vos données. À des tiers. Les aéroports, ils n'appartiennent pas aux compagnies aériennes. Vous, c'est le cloud. Eux, c'est les aéroports. Néanmoins, même si finalement leurs passagers transitent par tous ces aéroports, par tous ces environnements qu'ils ne maîtrisent pas à la base, c'est toujours les compagnies aériennes qui sont responsables du bon déroulement des opérations et je dirais même de la sécurité, du niveau de qualité de ce qu'ils sont en train de délivrer. Donc on est dans quelque chose qui se rapproche réellement d'une compagnie aérienne. Donc en fait, tirons la métaphore. Regardons ce que font les compagnies aériennes pour essayer d'en déduire quelles sont la stratégie que doivent adopter les administrations et puis les grandes compagnies en matière de cybersécurité. 4 piliers. Le premier, c'est que oui, comme je vous ai dit, les aéroports n'appartiennent pas aux compagnies aériennes. En revanche, les compagnies aériennes choisissent
dans quels aéroports ils vont faire atterrir leur avion. On ne met pas le couteau sous la gorge. Il faut que ce soit exactement la même chose au niveau de la sécurité. C'est oui, effectivement, les données elles vont transiter dans plein de partenaires, plein de clouds, mais néanmoins, il faut qu'il y ait un premier niveau de confiance, je parle bien d'un premier niveau de confiance, sur ces environnements. On n'envoie pas ces données n'importe où. Donc quand on regarde finalement les projets sécurité dans le CAC 40, aujourd'hui, finalement, et quand on regarde la nature de ces projets-là, on a toujours tout un ensemble de projets autour des security basics, donc les règles d'hygiène de base, ce qui a été dit tout à l'heure. Ce n'est pas un vieux sujet. Ça peut paraître un peu vieux sujet, il n'y a pas d'innovation dans le patch, mais il faut le faire. Il faut le faire parce que, comme on a dit tout à l'heure, il y a 80% des attaques qui sont déjà stoppées, freinées par simplement l'application de patch, le fait d'avoir des antivirus, le fait de sensibiliser ses employés, etc. Donc d'ici 2020, tant pis pour nous, on va continuer de faire ça. C'est pas le plus fun, mais on va continuer. Donc on a déjà, sur les environnements qu'on maîtrise totalement, donc ce fameux legacy, besoin de continuer à appliquer ces bases. Sur les nouveaux environnements, on a tout un ensemble de projets qui arrivent autour de la sécurité du cloud. Et là, il va falloir apprendre à faire confiance. C'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur AWS, sur Azure, etc. Mais néanmoins, on peut se baser sur des standards reconnus du marché. Ça commence à arriver. Malheureusement, ils n'ont pas l'équivalent IATA encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui la grosse instance qui est capable de dire qu'elle est cloud sécurisée et qui est capable d'imposer un certain nombre de mesures de sécurité. J'ai le secret d'espoir que ça existera probablement d'ici 2020, parce qu'il y a un trop gros sujet autour de ça. Mais en attendant, il existe déjà des normes ISO, NIST, on a des initiatives comme SecNum Cloud aujourd'hui qui existent. Et donc on se base là-dessus déjà pour s'assurer d'un premier niveau de confiance sur ces environnements cloud. Le contrôle, l'audit. Alors non, on ne peut pas tout imposer à Azure et à AWS, mais en revanche, on peut aussi exiger d'avoir des stratégies de contrôle, donc d'aller faire des tests, aller faire des interviews, aller comprendre comment est-ce qu'ils gèrent leur sécurité. Il ne faut pas croire que c'est une boîte complètement noire sur ces environnements cloud-là. Il y a des capacités de contrôle et d'audit. Donc ça, c'est pour sur le premier pilier. On ne fait pas non plus n'importe quoi, on ne confie pas ces données à n'importe qui. Deuxième pilier, les compagnies aériennes connaissent très bien leurs passagers, et voire même, ils font un focus sur la sécurité de leurs passagers. Pareil, en système d'information, il est important de protéger ces données critiques, et j'étendrai ça aux données régulées. Alors, ça fait quand même des années aussi qu'on dit il faut sécuriser les données, le chiffrement, etc. Là, il y a quand même une tendance forte à, je dirais, la simplification de ce qui est une donnée critique. En fait, on s'occupe de l'essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus tout sécuriser dans une grande entreprise. Et on a énormément de grands comptes, de clients, qui décident de focaliser sur les 15% de leurs actifs les plus critiques. Ou qui vont travailler avec l'équipe juridique ou avec le top management pour identifier c'est quoi le top 10 des données à ne pas faire fuiter. Donc on a vraiment des stratégies sécurité dans lesquelles on va mettre le paquet sur ça, quitte à faire moins sur le reste, parce qu'on n'est pas non plus dans des budgets qui sont illimités. Donc la réalité des projets d'ici 2020, c'est probablement on aura quelque chose de plus binaire entre ce qui est critique et ce qui ne l'est pas. Et ce qui est critique, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui est imposé par la réglementation. Donc on a, d'ici 2020, on va avoir vraiment une convergence entre les projets sécurité, purement cybersécurité pour lutter contre les menaces, et les projets de compliance qui vont avoir des impacts, qui ont déjà des impacts sur la cybersécurité. Je pense bien entendu à GDPR, je pense bien entendu donc sur tout ce qui est data privacy, protection de certaines données, à PCI DSS pour les protections des données cartes, à la sécurité des infrastructures critiques, la loi de programmation militaire de nos amis de l'ANSSI, mais aussi NIS à l'échelle européenne. Et puis après, il y a tout un ensemble de choses qui tournent autour du sectoriel et du cyberprotectionnisme, en fonction de où est-ce que vous êtes présent, dans quel pays et sur quel secteur. Vous allez avoir des choses particulières à projet. En tout cas, il y a une vraie convergence et ce seront les mêmes personnes d'ici 2020 qui géreront les mêmes équipes, qui géreront ces sujets-là, en tout cas la partie technique de ces sujets-là. Enfin, sur toute cette protection des données critiques et régulées, le chiffrement.
Le chiffrement va prendre une place énorme, je dirais, d'ici 2020 en matière de sécurité, avec un enjeu majeur, c'est le partage des clés de chiffrement. Et ça, là, on commence à le voir apparaître chez les grands comptes qui sont qui sont déjà dans cette logique de décentralisation. C'est comment je partage mes clés de chiffrement entre mes partenaires, mes clients, parce que finalement, comme on chiffre, il y a de plus en plus de données qui sont chiffrées, faut pas s'y perdre. Et donc, on voit apparaître finalement des services, certificats as a service, on voit pourquoi pas l'utilisation de blockchain pour gérer justement tous ces secrets. C'est un vrai sujet, d'ailleurs c'est un vrai sujet qui est traité fortement par les grands acteurs du cloud actuellement. Troisième pilier, alors oui, les compagnies aériennes, rappelez-vous, n'opèrent pas dans n'importe quel aéroport, elles mettent le paquet sur la sécurité de leurs passagers, mais également elles assurent la sécurité de leurs avions en vol. C'est-à-dire qu'elles ont des capacités hyper dynamique de réajustement des vols en fonction des contextes. Si malheureusement vous avez une attaque terroriste dans un aéroport, les avions en live vont être routés vers un aéroport à côté. Aujourd'hui, c'est quelque chose que la sécurité a beaucoup de mal à faire. Elle est très statique, comme je vous disais tout à l'heure. On planifie ce qui peut se passer, on pense ce qui peut se passer, et puis derrière, ça déroule comme on l'avait imaginé. Donc demain, il va falloir que la sécurité ait une capacité d'ajustement au contexte du système d'information en temps réel. Et ça va passer par un renforcement très très fort de toutes les mesures de sécurité qui touchent à l'identité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à transformer notre modèle d'infrastructure, notre filtrage historique, de quelque chose qui ressemble à un filtrage basé sur la localisation, d'où je me connecte, à qui je suis. C'est-à-dire demain, les autorisations seront accordées en fonction directement de l'identité. Et donc ça passe par des référentiels beaucoup plus forts où tous les services, applications, utilisateurs seront dotés d'une identité et quelque part seront capables de dire voilà, moi je veux accéder à cette application, je suis Mathieu Garin, fais-moi confiance, on y va. Et on ne regardera plus, ce ne seront plus des gros pare-feux qui regarderont d'où je me connecte. Et on aura une gestion qui sera beaucoup moins couche basse, infrastructure, adresse IP, et beaucoup plus directement sur l'identité et la compréhension du contexte. Ça pourra aller jusqu'à certains environnements, sur certains environnements, l'ajout même de notions de conformité dans l'attribution des droits. C'est-à-dire, ça existe déjà sur certains périmètres. Par exemple, vous accédez à votre banque en ligne, on va vous demander qui vous êtes. On va regarder sur quoi vous vous connectez, si vous avez déjà un antivirus. Et puis, en fonction de ça, je vais réajuster mes mesures de sécurité. Je vais, par exemple, vous redemander une authentification par SMS, une authentification forte, parce que j'ai un petit doute, ou parce que vous vous connectez depuis un Android, et un Android, c'est peut-être moins sécurisé qu'un iPhone. Voilà ce genre de choses qu'on va voir apparaître, qu'on voit déjà apparaître. Toujours dans cette logique de dynamisme, la cyber-résilience, c'est un sujet extrêmement important en matière de cybersécurité. C'est le fait, tout simplement, d'être capable de résister face à une attaque informatique. C'est vraiment le stade ultime, c'est-à-dire typiquement éviter d'être, comme on l'a vu là sur les attaques récentes WannaCry ou NotPetya, d'être complètement immobilisé, que le système d'information soit immobilisé parce qu'on est attaqué de manière informatique. Donc c'est-à-dire avoir des capacités de détection de l'attaque, mais aussi derrière des capacités de reconstruction rapide de ces environnements essentiels, d'avoir des capacités de gestion de crise, de sollicitation d'expertise cybersécurité pour comprendre ce qui se passe, et puis, pourquoi pas, d'isolation de parties de systèmes d'information pour pouvoir continuer à travailler sur un autre, ou voire d'avoir des mécanismes de redondance intercloud. On voit ça de plus en plus apparaître. Dernier pilier, les compagnies aériennes ont une capacité, malgré toute cette décentralisation, de garder le contact avec leur avion, de maîtriser leur flotte. Il faut qu'on ait cette capacité, à savoir à tout moment ce qui se passe dans le système d'information et être capable de détecter et de réagir de manière globale sur tous ces nouveaux périmètres. Donc ça va passer par une augmentation du périmètre de détection. Ça fait déjà des années en sécurité qu'on dit il faut mieux détecter, il faut récupérer les logs, il faut savoir qui accède à quoi. D'ici 2020, il va falloir continuer à le faire, mais en plus, il va falloir intégrer des nouveaux périmètres et donc aller demander à Google, Amazon, Oracle de vous envoyer leur propre log de connexion pour intégrer ça dans votre centre de surveillance centrale.
Ajouter aussi au niveau de cette détection finalement, des capacités innovantes, on parle beaucoup d'intelligence artificielle dans les différentes conférences, bah, ça s'applique aussi à la sécurité, avoir la capacité d'intégrer des capacités, des mesures de machine learning, voire de deep learning d'ici 2020, pour pouvoir être capable de détecter ce qui n'est pas détectable avec des comportements plus statiques. L'automatisation sera un sujet essentiel en sécurité d'ici 2020. Il faudra justement que ces solutions, ces SOC, ces Security Operations Center, qui détectent, qui sont en capacité de savoir qu'on subit un incident, aient la capacité automatiquement d'aller pousser des mesures de sécurité, toujours dans cette logique de plus de dynamisme, plus de traitement automatique, d'utiliser les fonctions automatiques des fournisseurs cloud. Hein. Vous savez que la security as code, l'infrastructure as code, c'est une réalité dans chez pas mal de fournisseurs cloud. Et donc avoir la capacité de déployer à la volée une sonde de détection d'intrusion, rajouter des règles dans un pare-feu, enfin voilà, ça c'est des choses qu'on est capable de faire chez les fournisseurs cloud. Et ce sera clairement une tendance. Et enfin le partage, la threat intelligence, c'est-à-dire que face à la cybercriminalité, quelque part il y a la cybersécurité. La cybersécurité doit s'organiser, et alors que ce soit sectoriellement ou alors par réseau de confiance, pour s'échanger des informations sur la meilleure manière de travailler. Pas plus tard qu'hier, je voyais typiquement que vous avez 12 banques à Dubaï qui se sont mises d'accord pour échanger ce qu'on appelle les indicateurs de compromission, c'est-à-dire que dès que quelqu'un détecte une attaque sur un environnement, sur son environnement, il partage aux 11 autres banques les informations pour que les autres banques aient la capacité de vérifier si eux aussi sont soumis à une attaque. En 2020, la sécurité ressemblera très probablement à ça. Pour finir, dernière diapositive, tout ce que je vous ai expliqué, ça passera pas sans des mouvements organisationnels profonds et l'arrivée de nouvelles compétences dans les équipes sécurité. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le Security Regulation Interpreter. On voit déjà de plus en plus d'écoles qui créent des doubles cursus à la fois juridiques et à la fois sécurité, donc des gens qui sont capables de parler avec des juristes, mais qui sont aussi capables d'aller déployer des mesures de sécurité associées à GDPR dans la foulée. Ça, on va voir apparaître des Security Regulation Interpreters dans les équipes. Des Agile Security Champions, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller parler avec les équipes agiles, les équipes de développement, et qui vont avoir, vous savez, les équipes sécurité ont plutôt un background très infrastructure, très production, très fréquemment. Ben là, ce sont des personnes qui seront capables d'aller parler avec les études et d'aller parler, d'être crédibles face à des développeurs, d'aller s'intégrer dans ces nouvelles pizza teams ou feature teams qui commencent à fleurir dans pas mal d'entreprises. Le Security Data Scientist, je vous disais tout à l'heure, la détection ne passera pas sans l'ajout de mécanismes machine learning, typiquement dans les mécanismes de détection. Bah, demain, et on voit déjà dans les grandes banques françaises, typiquement, on voit déjà l'apparition de double cursus, Security et puis Data Science. Je continue. L'intelligence spécialiste, quelqu'un qui va être capable de partager avec ses pairs, de comprendre la menace et d'échanger, comme je vous disais tout à l'heure, que ce soit sectoriellement au niveau de réseau de confiance. Et enfin, tout ce que je vous ai montré, ça amène un paquet de projets. En sécurité, on n'a pas l'habitude. Il n'y a pas de très bons chefs de projet, enfin historiquement, et j'en fais partie. Hein. On n'est pas formé pour être de très bons directeurs de programme ou projets. Là, on est en train de parler de programmes qui s'organisent dans les grandes entreprises de dizaines de millions, voire de centaines de millions d'euros. C'est quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, la réalité de la sécurité, c'est la conduite de projet, donc l'atteinte d'objectifs, de KPI. Et donc ça passe par des personnes qui sont capables d'être des cyber security program managers. Et ça, on les voit apparaître souvent en adjoint des responsables sécurité dans les très grandes entreprises. Et ça, ce sera probablement le quotidien des équipes sécurité en 2020. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Est-ce que vous avez des questions ? De toute manière, je suis... Ah oui, pardon. Bonjour. Oui. Déjà, je trouve votre modèle assez sympa. Merci. Voilà. Sinon, j'avais une petite question. Donc, vous parlez beaucoup des
des nouvelles formes, enfin des formes de sécurisation qui vont apparaître ou qui existent déjà et qui ne sont pas assez généralisées. Mais il y a quand même un sujet qui est assez central dans ce que vous avez, enfin un peu implicite aussi, c'est le fait de confier quand même ces données à quelqu'un. Donc on peut mettre en place un certain nombre de mesures. Donc, enfin, vous l'avez dit, s'assurer quand même de la solidité d'une tel ou tel organisme, etc. Mais derrière, il y a quand même un petit, enfin, c'est pas un problème philosophique, mais n'empêche le fait de confier ces données à quelqu'un. Enfin, la donnée, c'est un peu le cœur d'une entreprise. Ouais. Et du coup, ça reste quand même, enfin, un gros pas à franchir. Quand même, on met en place toutes ces sécurités-là. Derrière, on se dit, ben, toute notre donnée, toute notre valeur, toute notre, voilà, on confie ça à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est, je pense, vraiment le plus gros pas à franchir. Alors, vous avez raison. Si on revient sur Terre, sur certaines choses, c'est-à-dire que vous avez énormément de clients, énormément de grands comptes, malheureusement, qui se disent mes données, finalement, elles ne sont pas plus mal ailleurs. Donc ça, je les évacue. Mais finalement, vous avez des entités qui préfèrent confier à des experts cloud, donc on en a cité quelques-uns tout à l'heure, en se disant, vu les mesures de sécurité que j'ai chez moi, finalement, est-ce que ce n'est pas plus mal de gérer ça contractuellement sur des pure players experts du sujet. Après, tout dépend ce contre quoi vous voulez vous protéger. Là, on est vraiment embêté. Donc, finalement, de toute manière, tout ce que je vous ai raconté ici n'exclut pas l'analyse de risque, qui redevient centrale dans le modèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, un nouveau périmètre cloud, etc., finalement, analyse de risque, c'est quoi les risques que j'encours? Est-ce que je peux y aller ou pas? Et tout dépend des risques que vous voulez couvrir. Si votre objectif, c'est de lutter contre du cyberespionnage et la NSA ou l'État américain, là, vous allez être embêté et effectivement, il faut mieux tout garder à la maison parce que ce risque-là, vous n'allez pas réussir à le couvrir. Vous allez toujours avoir un FISA ou une loi américaine qui va faire que de toute manière, ils peuvent accéder à vos données in fine. Si votre objectif, c'est de vous couvrir contre le risque d'accès aux données par des administrateurs du cloud provider, derrière, vous avez tout un ensemble de mesures de sécurité qui peuvent être appliquées. Ça va passer par du chiffrement, que ce soit du chiffrement qui est mis en œuvre directement par le provider, ou alors tout simplement par le fait d'envoyer des données chiffrées, donc de créer des plateformes d'interconnexion dans lesquelles vous allez envoyer des données chiffrées vers le cloud provider, sachant que ça va très bien s'appliquer avec du IaaS et du PaaS. À partir du moment où vous va être dans du software as a service, vous risquez de perdre de devoir faire des compromis sur des fonctionnalités de l'application. Parce que si vous envoyez des données chiffrées, ils pourront faire probablement moins de traitement dessus. Donc tout est une histoire d'analyse de risque. Et donc tout ça, j'aurais dû le dire, n'exclut pas l'analyse de risque et au contraire renforce l'importance de le faire. Oui. Je reviens à ce que vous venez de dire là sur la partie, si vous voulez éviter l'accès de vos données par les Américains. Oui. Ça veut dire que si vous êtes en compliance avec la GDPR, toutes les données qui concernent les données personnelles, c'est un peu compromis pour les mettre sur du cloud. Non, on peut pas dire ça. Ça va se gérer contractuellement et ça va se gérer par les accords, vous savez, Privacy Shield, qui existent entre l'Europe et les États-Unis. Récemment, on a vu que ce Privacy Shield, on n'est pas trop sûr. Alors, on n'est pas trop sûr, mais il tient encore. Jusqu'à quand, on ne sait pas. Le G20, même hier, il y a encore eu Conseil du numérique qui a encore fait son pitch comme quoi, effectivement, il faut retravailler dessus. Mais non. Mais après, GDPR, c'est un sujet central. GDPR n'impose aucune mesure de sécurité. Ce n'est pas comme la loi de programmation militaire dans laquelle les choses vont être relativement détaillées. Et donc, vous savez exactement ce que vous devez faire. Donc, rien n'exclut de confier des traitements données personnelles à des tiers, à des providers cloud ou à des startups. Maintenant, tout dépend, et effectivement, tout est une question de responsabilité. Qu'est-ce qu'on accepte quels sont les risques qu'on accepte et quelles sont les responsabilités qu'on va transférer aux providers. Donc tout se gère, rien n'est impossible, mais effectivement, ça va rajouter quelques barrières. Mais GDPR ne peut pas. Aujourd'hui, on est quand même dans un mouvement de fond vers le cloud, qu'on le veuille ou pas. L'Europe ne peut pas couper ce mouvement de fond. Et donc GDPR s'adapte aussi à cette tendance. Eh bien, de toute manière,
je reste encore une petite heure sur le stand, donc si vous voulez, n'hésitez pas à passer me voir. Merci.